bienvenue à tous sur Odozone TV. J'ai à nouveau le plaisir de vous retrouver au plein cœur du centre-ville d'Arles, à l'occasion de la Journée du patrimoine. Et aujourd'hui, nous nous trouvons, comme vous le voyez, dans la rue. On a établi domicile ici depuis ce matin. Et nous nous trouvons hors les murs du Muséon Arlatan, comme nous l'avons évoqué sur le plateau précédent. Celui-ci est fermé depuis fin 2009, mais il s'y passe encore plein de choses. Et sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir Christelle Amélal, qui est ethnologue, et Françoise David, qui est responsable du service recherche et muséographie du Muséon Arlatan. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors merci de me consacrer un petit peu de votre temps. Est-ce que vous pourriez nous parler d'abord, peut-être décrire un petit peu le cœur de métier de ce service? Quelle est votre responsabilité et quels vont être du coup les objets, les sujets, on va dire? Parce que la spécificité du Muséon Arlatan est qu'il est un musée d'ethnographie. Il raconte l'histoire des civilisations, donc le public est à la fois récepteur, visiteur, et en fait c'est lui-même le sujet. On pose le visiteur dans une espèce de position un peu particulière quand il pénètre dans ce musée, parce qu'il retrace aussi, lui, son histoire, sa propre histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre travail au quotidien, et puis au quotidien pour l'aspect spécifique des tâches, on va dire, pour bien comprendre votre métier, mais aussi l'enjeu un peu global et collectif qui vous rassemble dans ce service? Alors, quand on n'est pas en période de rénovation, puisqu'en ce moment, ça occupe une bonne partie de notre temps, le service recherche muséographie, en fait, est chargé de ce qu'on appelle les enquêtes collectes, qui sont des enquêtes de terrain qui permettent d'amasser des matériaux ou de collecter des objets. Donc, quand on parle de matériaux, c'est des films, des enregistrements sonores. Et on travaille en fait sur ensuite ces matériaux pour en faire des expositions. Alors excusez-moi, mais pour bien comprendre, comment vous collectez les objets? Comment ça se passe ce rassemblement, cette recherche-là? Alors, c'est donc dans le cadre d'une enquête ethnographique. Je voulais juste faire un rectificatif par rapport à l'idée de musée de civilisation. En fait, c'est vrai qu'il y a l'histoire, la dimension historique qui est très présente dans le musée, mais aussi on travaille aussi sur une histoire en train de se faire, sur une histoire vivante, on va dire, sur une contemporanité. Donc, les enquêtes ethnographiques, elles sont donc... moi, je vais sur le terrain à la rencontre des personnes susceptibles donc de nous donner des informations. Je collecte leurs témoignages. Si je prends l'exemple là qui nous intéresse, c'est les cheminots. Donc, il a fallu les retrouver puisque les ateliers étaient fermés depuis 1985. Et... collecter les témoignages, c'est au fur et à mesure, enfin ça ne vient pas comme ça, on instaure un lien de confiance avec les personnes qui nous ouvrent leurs portes. On prend le temps d'aborder donc les sujets qui nous intéressent à partir d'une grille d'entretien qu'on a élaborée en amont. Avec des thématiques, et puis parler du sujet au fur et à mesure. C'est pas une rencontre fortuite d'une demi-heure, c'est un jour un rendez-vous qui va durer 1 heure, et puis en fonction de la capacité de la personne à raconter sa vie, sa vie professionnelle, sa vie, tout dépend après le sujet de l'étude, ça va peut-être amener un nouvel entretien, l'envie d'aller plus loin. Il y a aussi après le lien de personne à personne qui joue, et au fur et à mesure il y a un lien qui se tisse, et puis la personne, elle voit aussi qu'on accorde de l'intérêt à sa vie, à son vécu, à son histoire, ce qui n'est pas aussi évident au début, parce que la plupart des personnes qu'on rencontre, elles pensent que ce qu'elles ont vécu c'est banal, c'est ordinaire, mais c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est, on va dire, la vie ordinaire des gens. Donc c'est vraiment un travail de terrain, mais donc en amont, vous partez du principe que les personnes du territoire sont des personnes ressources. C'est elles, vos personnes ressources, qui vont faire que vous allez enquêter. Comment vous décidez alors d'enquêter? En amont, c'est un manque? Est-ce que c'est les visiteurs qui vous font des retours? Comment ça se passe? Alors, on est parti sur 2 idées fortes, et vous parlez de manque, c'est exactement ça.
Le musée en latin, c'est un musée qui a été créé au XIXe siècle pour montrer la Provence aux Provençaux, en fait, donc par Frédéric Mistral. Et les gens qui ont créé le musée, ils avaient une idée assez particulière de la Provence, c'était la leur. C'était une Provence rurale, c'était une Provence faite comme, je trouve pas le mot, mais l'idée c'est qu'ils se sont focalisés sur certaines thématiques au détriment d'autres. D'une part parce que c'était pas leur point de vue, d'autre part parce que les musées à cette époque-là rassemblaient plutôt des matériaux quand ils avaient l'impression que des faits de civilisation se perdaient, par exemple la ruralité, le costume, on a amassé des costumes, on a amassé des outils agricoles. Et nous, on a derrière ces collections, on se retrouve aujourd'hui avec des thématiques qui nous manquent. Par exemple, le monde ouvrier, typiquement, c'était pas du tout un sujet qui allait intéresser les érudits de la fin du XIXe siècle, puisque le monde ouvrier était en plein essor, les ateliers SNCF d'Arles étaient énormes dans la ville, employaient beaucoup de personnes. C'était pas quelque chose qui leur paraissait important d'étudier. Pour autant, on ne pensait pas que la mémoire ouvrière existait, c'était pas quelque chose qui se définissait comme ça. Donc on collecte déjà sur des choses dont on pense qu'elles nous manquent. Ça peut être sur effectivement l'industriel, ça peut être sur les communautés qui sont absolument absentes du musée en art latin. Et puis la deuxième piste, c'est d'actualiser nos collections, c'est-à-dire qu'on a des collections énormes de costumes. Qu'est-ce que c'est que porter le costume aujourd'hui, au XXIe siècle ? C'est pas du tout la même chose qu'au moment où le musée a été fondé, où on a travaillé également sur le monde de la bouvine en Camargue, etc. Donc là-dessus, ensuite, on a des ethnologues qui s'attellent à la tâche et qui partent sur le terrain pour rencontrer les gens. C'est comme si vous faisiez des espèces de mises à jour du musée en vous disant bon bah là on est en train d'exclure une certaine partie du public ou on a oublié tel pan de notre culture. C'est vraiment essayer de saisir toutes les facettes et tout le brassage culturel dans sa totalité et faire en sorte d'être le plus complet et donc objectif, parce que vous le disiez au départ, c'est vrai que une muséographie se conçoit d'une certaine vision, on peut choisir d'avoir un point de vue tout à fait subjectif de la Provence. Là, ici, il s'agit de le faire, la Provence, pour tous les Provençaux, à la limite. Et au-delà. Tout musée est un point de vue, toute exposition est un point de vue, tout spectacle aussi. Je pense qu'on ne peut pas parler d'objectivité. Ouais. C'est les gens qui font. Mais l'important, c'est que les visiteurs se posent des questions et qu'on ne leur dise pas qu'on leur amène une vérité, quoi, c'est sûr. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail de terrain ? Parce que, effectivement, c'est d'abord un travail pour mettre en confiance les gens. Et puis, ils ne se sentent pas forcément personnes ressources de la mémoire collective, etc. Donc, d'abord, il faut les remettre en confiance. Comment vous les approchez ? Comment ça se passe, tout ce travail de terrain ? Ça doit être extrêmement long, je suppose. Après, suivant les thématiques et donc les personnes, oui, c'est un travail qui est long. Après, tout dépend si c'est une histoire douloureuse ou pas. Par exemple, si on prend le cas des cheminots des ateliers, il faut savoir donc les ateliers ont fermé en 85, mais il y a eu au moins à peu près 20 ans, presque 20 ans de lutte contre la fermeture de ces ateliers parce qu'ils étaient ouverts depuis à peu près les années 1850. Et ce sont des générations d'Arlésiens qui se sont succédés dans ces ateliers. Du coup, travailler sur ce sujet, certaines personnes, j'ai eu du mal à les approcher parce que c'était un souvenir trop douloureux pour elles. Réévoquer cette histoire, c'était douloureux. Après, d'autres personnes ont eu besoin, il y a eu aussi un besoin de parole parce que vu que c'était des ateliers qui étaient fermés au public, c'était une sorte d'enclave, enfin, c'était un entre-soi et certains ont
parler de leur histoire, qu'on s'intéresse, que le musée Arlatin, donc pour des Arlésiens, qu'ils s'intéressent à leur histoire à eux, leur histoire familiale du coup, leur travail, leur formation, c'était quand même quelque chose qu'ils ont, je pense, trouvé valorisant. Mais c'est pas venu de suite, c'est venu progressivement et qu'on prenne le temps d'aborder les choses en détail, la relation avec la hiérarchie, les anecdotes. Il y avait des choses difficiles dans ces ateliers, mais il y avait aussi beaucoup de camaraderie, beaucoup d'humour entre eux. Et tout ça, beaucoup en ont parlé aussi avec envie et avec émotion. Oui. Donc, c'est le temps qui permet, je pense, ça, pouvoir les écouter aussi, et puis leur montrer qu'on avait qu'on était intéressé par tout simplement leur histoire et revaloriser aussi cette mémoire qui s'était un peu perdue du fait de la fermeture des ateliers. Et donc on parle vraiment d'une aventure humaine ici. Oui. C'est vraiment des rencontres. Et justement, à l'occasion de cette enquête, en parlant, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Catherine Krajewski et du coup, comment elle s'est retrouvée impliquée dans ce projet? Alors, on parle du projet l'enquête sur les cheminots des ateliers SNCF qui, d'ailleurs, maintenant, accueillent le CERCO. Comme quoi, la boucle est bouclée, on va dire. Donc, vous venez à parler de ce projet, de cette enquête. Et comment, en fait, ce projet va prendre une toute autre tournure, on va dire? Racontez-nous un petit peu cette histoire. On s'est rencontrés dans un cadre un peu personnel où on se dit ce qu'on fait dans la vie. Et donc, Catherine me dit qu'elle est comédienne. Et puis moi, je lui dis que je suis ethnologue au musée Arlatin. Ah, et tu travailles sur quoi? Et puis, moi, j'avais été intéressée il y a quelques années par le travail qu'avait fait Ariane Mouchkine avec les réfugiés de Sangatte et qui avait donné lieu à son spectacle, donc le dernier Caravansérail, et où elle avait travaillé à partir de témoignages de réfugiés, vraiment un long travail de collecte de témoignages. Et donc, en discutant avec Catherine, comme elle était comédienne, que les choses aussi passaient entre nous, je lui avais demandé s'ils avaient déjà travaillé à partir de témoignages et a priori non. Et puis elle m'a dit pourquoi pas. Et elle m'a demandé, elle m'a dit on peut venir les écouter ces témoignages. Elle trouvait la thématique intéressante parce qu'elle a senti une présence cheminote aussi à Arles et c'est quelqu'un aussi qui aime l'humain, les rencontres, et donc elle n'était pas insensible aussi à ce sujet. Et donc, on a pris rendez-vous, elle est venue au musée une première fois. Et donc, Catherine, vous avez pénétré les coulisses du musée en Arlatan, donc comme ça, d'une rencontre un peu informelle, d'un intérêt pour les cheminots. Donc, vous êtes comédienne, merci de nous consacrer un peu de votre temps. Ouais. Et vous êtes accompagnée de Jean-François Véran, qui est musicien. Et aujourd'hui, vous êtes ici sur le plateau parce que suite à cette enquête et ce travail de longue haleine, de rencontres, etc., de témoignages, de collecte, sur les cheminots, donc sur leur vécu, vous avez été intéressé par le projet. Alors, vous êtes artiste. Dites-moi comment vous vous êtes trouvé impliqué. Pourquoi avez-vous été intéressé? Quelle a été votre part? Qu'est-ce qui vous a accroché un petit peu dans cette thématique-là? Alors, ce qui est important de savoir au départ, c'est que je ne suis pas arlésienne. Je suis arrivée en 2007 et j'avais envie de m'impliquer dans la cité, de faire quelque chose dans la cité. J'avais envie aussi de créer un groupe. Tout ça était un petit peu informel. Et j'ai rencontré Christelle à ce moment-là. Et comme elle l'a évoqué tout à l'heure, elle m'a parlé des entretiens qu'elle faisait. Moi, entre-temps, j'étais allée voir, et ça, c'est le déclic. Un artiste, ça a toujours un déclic. Ça a des rêves, et il y a un déclic. Et j'avais assisté à l'inauguration de la Grande Halle, où il y avait eu des feux d'artifice, quelque chose d'assez grandiose.
Et d'être dans ce lieu où des gens avaient travaillé, il y avait quelque chose qui me manquait. Alors, je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais j'avais comme l'impression qu'il y avait des voix, les voix de ces messieurs qui avaient bossé là, et j'avais envie de les entendre. Je me disais, c'est bien joli, ces couleurs, ce feu d'artifice, mais où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et entre-temps, j'ai rencontré Christelle qui m'a parlé de ça, et c'est comme ça que ça a commencé à mûrir. Alors, le musée m'a ouvert les portes pour écouter un petit peu ces entretiens. Et effectivement, c'est là où Christelle a raison, c'est que c'est très humain. C'est un matériau humain. À la fois, c'est technique, mais c'est des gens qui racontent leur histoire. C'est Monsieur Tout-le-Monde, mais qui fait partie de la grande histoire. Et aussi d'une notion importante, qui est celle du travail et de la notion de service public. Et moi, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de travailler sur cette notion de travail. Et puis aussi sur cette ville où il y a tout un patrimoine, Mistral, etc., mais où il y a aussi il y avait un patrimoine industriel important. Et donc voilà, ça s'est mis en place comme ça. Ensuite, une fois que le projet est né, on a rencontré Céline Salvetat. Et ce qui était compliqué, c'est que moi, je savais dès le départ que j'avais envie que ça soit les informateurs, je crois que vous dites ça comme ça, que ça soit eux qui se racontent. Et la difficulté, c'est que d'habitude, les informateurs, on les interroge, mais on ne les utilise pas, entre guillemets. Donc, il a fallu convaincre. Je savais aussi dès le départ. En fait, c'est drôle pour un artiste parce qu'il sait dans sa tête comment ça va se passer, très vite. Je savais qu'il fallait 2 temps, qu'il fallait passer par un temps par les témoignages et ensuite qu'il y ait un temps artistique avec une écriture à partir de ces témoignages et qu'ensuite on passe à un spectacle. Mais qu'il fallait passer par la case cheminot, par ces messieurs-là, comme s'ils allaient nous donner l'autorisation ensuite de parler d'eux. Après ça, est né, en fait, ce projet a permis de faire naître le collectif Lisba, puisqu'on s'appelle comme ça. Dites-nous un petit peu plus sur ce collectif. Alors, le collectif Lisba, il a commencé en 2009 par une petite création sur un Prévert, voilà. Et à ce moment-là, j'avais été voir Jean-François, qui est musicien et chanteur. Et c'est pareil, c'est des rencontres, c'est toujours... et je trouvais qu'il avait un rapport au plateau, qu'il avait quelque chose au-delà du fait d'être un chanteur. Donc je lui ai proposé ce projet, je lui ai dit, si un jour, on se vous voyait à l'époque, si un jour j'ai un projet à vous proposer, est-ce que vous êtes partant? Il est malin, il n'a pas dit non. Voilà. Et il s'est dit, on va voir. Il est venu me voir jouer, parce que c'est aussi des histoires de reconnaissance. De même que moi, je l'avais vu sur un plateau, lui m'a vu sur un plateau. Et puis après, petit à petit, les choses se sont mises en place. Alors, je ne sais pas, Jean-François, au départ, parce que moi, c'était qu'une idée comme ça. Je savais vaguement, mais les choses se sont mises en place petit à petit. Et ensuite, ça a été la rencontre avec les cheminots qui eux-mêmes se disaient mais qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas aller faire le rigolo sur un plateau. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et c'est là où c'était très important d'avoir le musée et Christelle derrière, parce qu'ils avaient confiance en Christelle. Ils avaient confiance dans le musée. Voilà. Donc, petit à petit, on a réussi à rentrer en contact avec eux et puis à avoir, après nous, notre propre histoire avec eux. Mais on avait déjà le matériau. Alors, pour rappeler un petit peu aux personnes qui nous regardent, on parle ici d'une création artistique qui s'appelle Fragments de vie et d'acier. Alors, je vous montre le DVD. Jean-François Véran, donc vous êtes musicien et chanteur, vous accompagnez les cheminots sur scène. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce spectacle? Comment du coup, vous retrouvez convaincu et embarqué un petit peu avec Catherine dans cette aventure? Bon, déjà, moi, quand j'ai vu Catherine jouer, j'ai pas regretté d'avoir dit oui. Ensuite, quand elle m'a parlé du projet de travailler sur la mémoire des cheminots, j'ai d'autant moins regretté de dire oui, puisque mon père était cheminot. Je suis arlésien, je connais pas mal de cheminots qui ont l'âge de mon père. Et du coup, moi, la rencontre avec ces cheminots-là a été plus facile, ça a été beaucoup plus direct, puisqu'ils m'ont tous connu enfant, petit. Vous étiez un peu infiltré, du coup. J'étais déjà l'infiltré de l'équipe.
Mais ce qui m'a plu dans ce projet, ce qui m'a intéressé, c'est le fait de devoir être dans une immersion totale d'une mémoire, d'un récit de vie, de ressentir toutes les émotions de cette parole et d'essayer de redonner cette émotion sur un plateau, sans donner que la mienne ou celle d'une comédienne, mais que ça soit vraiment le partage d'une émotion qu'on a reçue et qu'on redonne au public. Pour moi, le challenge, à la traduire, du coup. C'est ça. Mais pour la traduire, on est obligé de la vivre totalement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être au cœur de cette mémoire-là. Et donc c'est du temps à écouter, à partager, à être ensemble, à se faire confiance, parce qu'au début, ils ne savaient pas trop où on allait les amener. Puisque nous, on est le monde artistique, on a une façon de travailler, puisque c'est un travail malgré tout. Hein. Et donc, ils ont appris ça à aller vers nous aussi. Donc, du coup, c'était vraiment une rencontre très chaleureuse, remplie d'émotions. Et quand on s'est retrouvés sur le plateau à les écouter, à les amener à nous raconter, à raconter au public, qui sont venus les voir à la Grande Halle, parce qu'ils ont quand même raconté leur histoire d'ouvriers sur le lieu de leur travail, c'était tout simplement énormissime. Donc le travail que j'ai eu moi, c'était d'accompagner en musique, en chanson et avec des textes, toute cette émotion-là et de ponctuer un peu les paroles, soit par de la musique, soit par des chansons. Voilà quoi dire. Moi je sais que ce style de projet, je pense que c'est l'essence même plus loin qu'une mission de musée, quoi. C'est la mission de toute humanité. Puisque l'histoire, mon père était dans le lot, mais après on a travaillé sur d'autres histoires, d'autres collectes de vie, et on s'aperçoit que toute la mémoire, toutes les histoires, en fait, on en fait partie, elles ne sont pas si éloignées que notre histoire. On fait partie d'un tout. Alors, on est arlésien, mais on est français, on habite en Europe, on habite dans le monde. Tout nous touche, puisque le spectacle, donc après, il y a eu un deuxième temps qui a été une écriture théâtrale, où on est parti, donc là on n'était que 3, il y avait Catherine, Henri Paillet, un autre comédien et moi-même à l'accordéon. Et ce spectacle, on l'a joué dans d'autres lieux, dans d'autres villes. Et ce spectacle a autant résonné ailleurs qu'ici. Comme quoi, quand on est proche d'un vécu, d'une réalité, quand on est proche des émotions, où on ne se trompe pas, où on est dans le vrai, ce vrai-là, il est universel. C'est ce qui m'a beaucoup plu, et c'est dans ce projet-là. Et ce qui est énorme, c'est la masse de travail que ça demande. Parce qu'il faut vraiment être disponible pour l'autre. Il faut vraiment recevoir l'autre pour pouvoir réellement le redonner à des gens qui découvrent. Et ça, c'est un travail, pour moi, c'était un travail fabuleux. Ce qu'il faut citer aussi, c'est François de Bortoli, qui fait partie également du collectif, et Guillaume Letouze, qui a écrit le texte et qui a été dès le départ aussi. Il était là quand les messieurs ont fait... Nous, on appelle ça le premier temps plus une veillée. C'était c'était dans le sens où on raconte, il se racontait aux gens. Et pour expliquer aussi, en fait, ce qui a été compliqué après, c'est de choisir, de faire un montage avec une thématique. Parce que ces messieurs-là, c'est pas des comédiens. Et on n'avait pas envie d'en faire des comédiens. Mais on avait envie qu'ils racontent. Et surtout pas de les mettre en danger. C'était ça qui était important. Qu'ils se sentent sécurisés. Donc on a fait un choix dans cette grosse boîte à souvenirs et on a fait un montage. Mais en même temps, il fallait garder le côté comme ça vivant de leur témoignage. Et là, ce qui a été très intéressant, c'est qu'en fait, c'est devenu des conteurs. Moi, j'avais le rôle un petit peu quand on faisait les veillées, de Christelle. J'étais l'ethnologue. Alors pour une comédienne, c'était très drôle parce que d'habitude, on est toujours face public et j'ai passé mon temps à être dos au public, face à eux. Et en fait, je ne servais qu'à les relancer, qu'à être là s'il y avait un problème ou un oubli, ce qui n'est jamais arrivé. Ils avaient leur montage, en fait, dans la tête. Et une fois qu'on enclenchait, c'était parti. Ils savaient exactement comment c'était structuré. Et ce qui a été très bien, c'est qu'il y a eu un échange entre ce monde ouvrier aussi et le monde artistique.
parce qu'ils ont compris aussi ce que c'était un filage, ce que c'était d'attendre qu'il y ait la musique, ce que c'était de parler dans le micro, de ne pas parler tous ensemble. Et ça a été un réel échange. Et puis l'autre chose importante, c'était aussi que ces gens-là, c'est ce que disait Christelle, se sont battus pendant presque 20 ans pour conserver leur outil de travail. Et M. Fassin le disait très bien, c'est qu'à un moment donné, il y avait eu des luttes pour des revendications, et là, il y avait une lutte pour l'emploi. C'était la première fois que ça commençait à arriver. Donc c'était important. Et c'était aussi comment, et ça on l'a vu plus dans le deuxième temps, comment ça pouvait ressurgir sur une famille. Parce que bien sûr, ces gens, c'était des gens du service public, donc ils n'étaient pas mis dehors, mais ils étaient déclassés. C'était grands ateliers. Et ces personnes-là qui avaient un savoir-faire très important se retrouvaient à faire n'importe quoi. Et effectivement, il a fallu avoir leur confiance pour qu'ils puissent parler de ça. Et quand ils l'ont fait à la Grande Halle, ils sont sortis par la grande porte. Ils ont raconté leur histoire et ils sont sortis par la grande porte. Et les Arlésiens, ils ont vraiment eu... C'est pour ça que c'était chargé d'émotions. Parce qu'ils ont eu... Il y avait leur fierté de présenter leur travail. Il y avait la fierté de dire on a lutté jusqu'au bout. Il y avait la fierté aussi de dire la notion de service public, et qui est ô combien importante en ce moment. On peut en parler, nous aussi, à 80 ballets. On peut en parler. Et ils avaient aussi quelque chose qui est magnifique, c'est qu'ils avaient une ouverture vers la jeunesse. Ils rabâchaient pas des vieux souvenirs, des choses comme ça. Ils ouvraient vers la jeunesse en disant oui, des fois il faut se battre. Oui, ça vaut le coup. Et ça a été très fort. Et ça continue, puisque nous, on a eu un projet ensuite avec un collège, le collège Mistral, où c'est les élèves qui ont pris la parole des anciens, et les anciens sont venus voir les élèves. Donc, c'est là où c'était important que le musée nous fasse confiance, et que c'est vraiment des professionnels, c'est qu'ils ont senti aussi qu'il y avait un vrai sens. C'est pas un coup. Et nous, on l'a senti comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette force. C'est pas un coup comme ça. C'est quelque chose qui est accroché à la ville, mais qui, comme le dit Jean-François, est universel. Parce que le travail, c'est hyper important pour les gens. Et on le sait très bien. Alors si on remonte du coup un petit peu plus, si on revient dans le musée, en termes de muséographie, l'apport artistique, en quoi il va modifier parce que du coup vous partez en enquête, vous attendez pas du tout à ce que le projet prenne une telle ampleur et un tel succès. Comment ça modifie du coup dans votre conception de la muséographie? Est-ce que vous pensez à d'autres partenaires, à d'autres objets, à impliquer davantage ce type d'expérience un peu artistique? Quel regard ça change sur votre travail de pouvoir travailler comme ça, échanger avec des artistes? Je ne sais pas si ça change. Moi, je considère cette aventure en fait d'abord comme un coup de chance énorme. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça se reproduise. Essayer de le solliciter, c'est sûr. Pour moi, cette enquête, c'est ce que devrait faire tout musée de société, c'est ce qui devrait nous arriver tout le temps. On a commencé de loin avec l'histoire des ateliers, qui entre nous n'est pas du tout facile à reconstituer parce que tout a disparu, etc. Ensuite, on est allé prendre des photos, mais d'un lieu qui était déjà plus le lieu qu'avaient connu les cheminots. Ensuite, on a eu des rencontres humaines, enfin, surtout Christelle en l'occurrence. On a rassemblé les cheminots au musée, on a travaillé avec eux, on a parlé avec eux. Il y a eu une restitution assez sympa et émouvante aussi. Et là-dessus, Lisba arrive. Donc pour moi, c'est vraiment c'est Mistral gagnant, quoi. Ce travail-là, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça change pour la muséographie ? Je pense que si on en a l'occasion, on intégrera des extraits du spectacle dans notre future muséographie, puisque dans le musée rénové, on aura une séquence consacrée aux restitutions de nos enquêtes, qui seront régulièrement renouvelées, du coup, avec des vitrines qui présenteront des objets qu'on pourra toucher, où on verra des vitrines tactiles, où on verra aussi des films, des photos, on pourra entendre des voix, des sons, des enregistrements. Et je pense dans la partie consacrée aux cheminots, on mettra de la musique, on mettra des extraits du spectacle, et puis c'est aussi les cheminots qui parlent là.
Fondamentalement, ça n'a pas changé la muséographie. Je pense que fondamentalement, c'est quelque chose qu'on aimerait voir se renouveler tout le temps, parce que ça a été si c'était ça, enfin c'est ça notre boulot, et là pour une fois c'était vraiment extraordinaire, quoi. Comment vous l'avez ressenti, vous? Parce que, en fait, c'est cette petite rencontre informelle qui va donner naissance à, des fois, ça tient qu'à ça. Hein. Ah ben, moi j'ai plané. Non, c'était. Enfin, j'ai plusieurs choses à dire. C'est vrai que ce qui était touchant, c'est que c'était très juste. En fait, on était un peu frileux sur le fait de faire jouer, entre guillemets, de mettre en scène nos informateurs. Parce que justement, c'était pas des comédiens et ils n'allaient pas jouer un rôle. Ils étaient dans leur rôle. Et ce qui était fort, c'est que ce que disait Jeff aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une émotion qui a été présente, authentique, juste, qu'ils ont exprimée dans un lieu emblématique pour eux. Et ils nous ont, c'est un peu comme si on a l'histoire des ateliers, on va dire les ateliers ont fermé en 85. Cette histoire s'est arrêtée là, si on peut dire, elle a été suspendue là. Et le travail qu'a fait après Catherine, Jeff et les cheminots eux-mêmes nous a amené à être, ce qu'on peut dire, un peu affectés par cette histoire, parce que on a partagé, ça a été un moment de vraiment partage avec eux, et juste, et du coup, pour revenir à votre question par rapport à la muséographie, ça, je pense que ça ne change pas forcément nos choix muséographiques, mais c'est surtout comment on arrive à toucher le public, comment on arrive à transmettre cette histoire. Ça a été un autre moyen de transmettre cette histoire à un public, au-delà de la muséographie à laquelle notre service réfléchit, et en intégrant des objets, en intégrant du multimédia. Cet événement qui s'est passé, donc il y a eu 2 représentations de fragments de vie et d'acier, et puis après il y a eu de bruit et de labeur. C'est encore d'autres outils pour amener le public à connaître cette histoire et à la vivre et à la toucher du doigt et à la partager, oui, alors qu'elle n'est plus. Donc on revient exactement à ce qu'on disait. On a comme un bout d'histoire manquant, oublié. On veut se remémorer, on va à la rencontre des gens, des personnes ressources qui ne se considèrent pas forcément en tant que telles. Et puis le travail de revalorisation de cette histoire-là. Merci beaucoup pour votre travail, à la fois scientifique et artistique, et surtout à votre capacité à échanger, parce que c'est là que réside la richesse de votre travail. Je vous souhaite de nombreuses enquêtes à venir et de nombreuses créations. Merci beaucoup, Merci. Et on se retrouve pour un prochain plateau télé. Merci.